Bonjour à vous. Moi, je suis présente aujourd'hui, donc Céline Vichard. Posez le micro sur votre menton. Très bien. Posez-le Allons-y comme ça. voilà. Ah oui, ça marche mieux. Voilà. Très bien. Je m'appelle Céline Vichard. Je suis donc directrice et fondatrice de l'entreprise Vision Positive. Et si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler de mon expertise en tant que personne déficiente visuelle, puisque j'ai cette double casquette à la fois d'être entrepreneuse et en situation de handicap. Et ma spécialité, c'est la communication accessible. Donc, je suis déjà ravie de savoir que la ville de Genève et Open Geneva s'intéressent à ces thématiques, possiblement avec un petit temps de retard tout de même. Un peu déçue aussi que la question du handicap ne prenne que 3 minutes sur cette table ronde, puisque la question de l'accessibilité est extrêmement liée aux problématiques du handicap, pas seulement bien entendu, puisque la fracture numérique est diverse, comme vous allez certainement le développer plus tard dans cette table ronde. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en chiffres, les personnes en situation de handicap en Suisse représentent 20% de la population, tout type de handicap confondu. Parmi ces 20%, on trouve 4% de personnes déficientes visuelles, 4 à 5%. C'est à peu près 375 000 personnes et on sait que ce chiffre est très certainement sous-estimé. Parmi ces personnes, on a une très très grande majorité de ces gens, 96%, qui sont des personnes qui sont encore en basse vision. Ça veut dire qu'elles ont encore une capacité visuelle. Quand on parle de basse vision, c'est qu'il nous reste entre 5% de vision, qui est la limite de cécité légale, et 40% de vision, qui est la limite à partir de laquelle on considère qu'on est en basse vision. Bref, c'est un peu technique. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on estime qu'à partir de 2050, on va tripler le nombre de personnes déficientes visuelles partout dans le monde. Ça équivaudrait à avoir dans la population suisse, qu'on estime selon les statistiques de projection de l'Office fédéral de la statistique actuelle, à une population d'environ 10 millions de personnes en 2050. Ça veut dire qu'on passera de à peu près 4-5% de la population de personnes déficientes visuelles en Suisse aujourd'hui à environ 12% de la population en 2050. Et ce qui est important surtout, c'est que cette population, c'est une population qui est essentiellement âgée. Moi, je fais partie d'une très très grande minorité en fait parmi les personnes déficientes visuelles. Les personnes actives, elles représentent 1 à 1,5% des personnes en situation de handicap visuel en Suisse. Plus de 95% d'entre elles sont âgées de plus de 65 ans. Donc quand vous pensez une accessibilité à la déficience visuelle, vous pensez essentiellement une accessibilité numérique pour les seniors. C'est des problématiques qui sont cumulatives. Et j'aimerais vous demander quand même, et ça m'intéresserait, de savoir si parmi vous, vous vous êtes demandé comment vous avez accédé à l'information de l'invitation aujourd'hui quand vous l'avez reçue par email. Qui s'est rendu compte du format du document qui a été envoyé par email dans les boîtes mail ? À votre avis, est-ce que c'était du PDF ? C'était une image. Eh bien moi, je peux vous dire que l'invitation qu'on a reçue pour l'événement d'aujourd'hui, si j'avais été aveugle, j'aurais jamais pu la consulter. C'était une image qui était introduite dans le corps d'email et qui ne possédait pas de texte alternatif. Donc rien que entre nous soit dit, en termes de lisibilité, elle est très très bien. Hein. Il y a des bons contrastes. Alors on pourrait dire beaucoup de choses. Moi je forme sur la question sur des journées entières, donc je ne vais pas m'attarder sur l'invitation. Mais en soi les contrastes sont bons. Il y a un mauvais interlignage. Bon, la police est très petite, mais surtout ce contenu tel qu'il a été forwardé était absolument illisible pour une personne déficiente visuelle. On ne peut pas le consulter avec un lecteur d'écran tel qu'il a été envoyé. Et c'est la même chose quand on a reçu un peu plus tard le plan d'accès. Alors je ne médirai pas parce que ça part d'une bonne intention. Et en fait, finalement, mettre une capture de plan Google avec le petit accès depuis l'arrêt de tram, ce qui est une très bonne chose quand on voit. Hein. Mais quand on ne voit pas, effectivement, de nouveau, en termes d'accessibilité, ça n'aide pas la personne déficiente visuelle. Et il y a plein de bonnes pratiques à mettre en place, comme indiquer, par exemple, sur les sites internet de la ville de Genève ou des centres sportifs, etc., les manières d'accéder. Depuis l'arrêt du tram
le plus proche, en indiquant la rue, dans quel sens il faut la prendre, s'il y a éventuellement des obstacles éventuels. Enfin, tout ça pour vous dire que l'accessibilité, on part de loin, puisque même l'événement auquel on est invité pour travailler sur l'accessibilité n'est lui-même pas accessible. Et donc je vous laisserai sur cette petite réflexion, et je me réjouis du contenu de cette table ronde et des échanges qui vont s'en suivre. Merci beaucoup, passionnant. Merci. Je m'appelle Yakole Johnson, je suis conseiller en insertion et formateur à l'OSEO. Dans le cadre de ma fonction, nous recevons la plupart des gens en public qui n'a pas eu le besoin, en tout cas, ou l'habitude d'utiliser tous ces outils, des outils numériques au quotidien, que ce soit dans leur cadre privé ou professionnel. Du jour au lendemain, ils sont confrontés, ils sont jetés dans ce bain en étant au chômage, d'utiliser tous ces outils. On leur demande de s'inscrire ou de créer des comptes, par exemple, e-démarche, de créer des comptes, par exemple, sur ce job room, des choses qu'ils n'ont jamais eu à faire tout seuls. Et on ne sait même pas si ces personnes possèdent soit un ordinateur ou pas, ou s'ils ont des accès à Internet ou pas. Donc, nous, on est confrontés à ce genre de public, on se rend compte en fait qu'ils ne sont pas assez autonomes, on leur demande de postuler et d'échanger avec un public, avec l'administration. On est assez exigeant avec un public auquel on ne se préoccupe pas de savoir quels sont leurs prérequis, qu'est-ce qu'ils ont et comment ils peuvent accéder à tout ça. Donc, dans le cadre de ma fonction à l'OSEO, on est amené à les aider justement pour devenir autonomes. Pendant la période de Covid, par exemple, il y a une enquête qui a été faite, Christian Lopez vous en parlera tout à l'heure. On s'est rendu compte que justement, il y a beaucoup de gens qui ont justement cette distance avec ce monde professionnel ou administratif. Et ces personnes-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup trop de problèmes au niveau de leur posture, de comment ils se positionnent. Ils ont besoin tout le temps justement de savoir comment ils peuvent vraiment devenir autonomes en utilisant ces outils numériques auxquels aujourd'hui on est confronté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Voilà, cette fois j'invite les participants de la table ronde. Alors, Olivia, Christian, Grégoire, Véronique, venez. Installez-vous là, je vais me mettre ici peut-être. Ça, Donc là, vous avez... Ah non, moi j'ai un autre micro. Voilà. Je vais vous donner la parole. Donc on va faire ça sous forme de conversation et de partage d'expérience. Donc peut-être on commence par vous, Christian. Vous avez à l'OSEO mené cette enquête. C'est un des rares sondages qu'on a un petit peu précis sur la question. En 2 mots, le résultat. Oui. Alors écoutez, merci beaucoup. Tout le monde veut me faire parler du sondage et donner des chiffres. Je vais vous saouler avec les chiffres. Je pense que chacune connaît un peu la situation. Moi, j'aimerais dire plutôt 2 choses. Okay, reprendre un peu les mots de Béatrice et de Pierre, ce que disait Pierre. On est confronté aujourd'hui à une situation où on sait tous qu'il y a un problème. Okay, il y a cette fracture numérique. Nous l'avons, matérialisée avec un sondage qui était très précis entre l'année passée, à la sortie, imaginez un peu la situation aussi, à la sortie du premier confinement, où, je reprends les mots de Yakole, on nous disait il est facile d'étudier à distance, il est facile de postuler, il faut continuer à postuler dans des offres d'emploi alors qu'on est confiné, etc. Et la question que nous sommes posés, c'est face à un deuxième confinement, 3e confinement, qu'est-ce qu'on fait alors que la situation elle est compliquée et puis les gens n'ont pas de matériel, comme le disait Yakole. Et j'irai plus loin, on s'est rendu compte malheureusement qu'il ne suffit même pas d'avoir un ordinateur aujourd'hui, il faut encore avoir une imprimante parce que sinon vous ne pouvez pas postuler. Donc ça va jusqu'à ce point-là. On s'est intéressé, on a fait une liste des prestations cantonales et municipales auxquelles on ne pouvait pas avoir accès. Voilà un peu la situation. Donc je reviens à Béatrice et à Pierre. C'est que nous, notre intention, ça a été de lancer une alerte. Et je remercie la ville de Genève parce que vous êtes les premiers à prendre la balle au bon et dire « Ok, on attaque cette situation ». Parce que Béatrice a tout à fait raison, c'est que pour résoudre cette situation, on doit pouvoir
discuter au niveau cantonal et municipal et fédéral. C'est que c'est une problématique transversale. Au contraire de l'illettrisme, et c'est là où moi je demande à ce qu'il y ait une politique fédérale de lutte contre la précarité numérique, parce que dans l'illettrisme, c'était une politique fédérale. Elle était matérialisée très rapidement. On s'est dit, ah bah c'est qui? C'est le département de l'instruction publique qui prend ça en charge. Voilà. Aujourd'hui, quand vous parlez de numérique, vous parlez de tous les départements. Le social, le chômage, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est le premier appel qui va dans le sens de Béatrice. Ensuite, le deuxième, et là j'arrête, c'est l'évaluation. On n'a pas d'idée, on ne sait pas où on va, on tâtonne. Et puis là, je crois qu'il y a de quoi approfondir la question pour avoir des politiques qui sont vraiment pertinentes. Voilà, je m'arrête. Merci. Merci. Peut-être Véronique, parce qu'il y a des choses qui se font quand même à la bibliothèque. Vous avez installé un espace numérique pour que les gens puissent utiliser les outils, justement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience là-dessus? D'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de cette table ronde qui permet de mettre de nombreux acteurs qui œuvrent dans des domaines très différents. Je vois des collègues du social, anciens collègues du social, des gens de l'éducation, de la formation et de la culture avec les bibliothèques, nous avoir mis pour une première fois ensemble, parce que je crois que chacun d'entre nous apporte une partie, on essaye d'apporter une partie de la réponse. Et comme ça a été dit tout à l'heure en introduction, je pense que il y a beaucoup les réponses sont diffuses et il y a peu de coordination. Et c'est bien si aujourd'hui on jette la première pierre de cette coordination. Alors les bibliothèques municipales ont l'avantage d'être des acteurs de proximité et des acteurs socio-culturels. Bien évidemment, on prête des documents, mais on a des espaces aussi dans tous les quartiers de la ville de Genève. On a 7 bibliothèques, un réseau de bibliobus. Et puis, dans chacune de ces bibliothèques, eh bien, on offre des équipements accessibles gratuitement à toutes et tous. On accueille des gens de la petite enfance aux aînés et des équipements qui sont mis à disposition de ceux qui viennent nous fréquenter. La Wi-Fi partout, évidemment. Et puis, on offre aussi des actions de médiation culturelle dans le cadre desquelles nous pointons sur la question du numérique et de nouvelles technologies. Sachant que c'était un enjeu important et que nous avions aussi un rôle à jouer, nous avons décidé en 2015, lorsque nous avons réaménagé complètement notre bibliothèque centrale à la bibliothèque de la Cité, de consacrer un étage entier à la question du numérique et des nouvelles technologies. Et parmi les objectifs de cet espace, il y a la lutte contre l'exclusion numérique. Et nous offrons alors des accompagnements individualisés. J'ai laissé des petits papillons sur la table. On a une action qui s'appelle Emprunter un bibliothécaire, où là, on a des collaborateurs qui accompagnent individuellement les personnes qui ont des questions de tout ordre pour accéder à nos ressources, puisque nous avons de plus en plus de ressources aussi en ligne, mais aussi des questions sur l'utilisation des équipements. En ce moment, on fait beaucoup, puisqu'on contrôle les passes pour rentrer dans nos lieux. On accompagne beaucoup de personnes âgées qui viennent avec la feuille attestant qu'ils ont reçu les 2 doses de vaccination, mais qui n'ont pas réussi à télécharger le QR code. Donc, on les accompagne. Voilà un exemple. Et on a aussi passablement d'ateliers divers et variés sur toute une palette de questions. J'ai aussi laissé, pour les personnes intéressées, des documents sur la table. Alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'on puisse peut-être discuter ensemble des 2 défis qu'on a, mais j'imagine qu'ils sont partagés. C'est d'abord comment faire connaître ces espaces qui sont à la disposition. Comment nous, on a déjà dit, tu peux discuter avec Christian, il faut absolument qu'on se mette ensemble pour voir comment les publics qui fréquentent l'OSEO et d'autres structures peuvent aussi profiter de l'offre des bibliothèques municipales, comment on peut faire les choses ensemble. Et puis le deuxième défi, c'est celui de la formation de nos collaborateurs. Là, en tout cas, au niveau des bibliothèques, on a un vrai enjeu, même si ce sont des spécialistes d'information, de la recherche documentaire, que dans le cursus, ils travaillent ces questions-là. On observe qu'il faut vraiment qu'elles soient actualisées en permanence et qu'on devrait peut-être ensemble
prévoir une formation de nos Ok, collaborateurs. juste sur le retour d'expérience que je vous demandais, est-ce que vous avez des gens qui sont venus dans cet espace numérique et qui ne seraient pas rentrés sinon dans la bibliothèque? Première question. Et deuxième, est-ce que, est-ce que le fait d'avoir ça dans une bibliothèque ne fait pas un tri, en fait, parce que tout un chacun n'a pas forcément l'idée de franchir les portes d'une bibliothèque? Alors, c'est un des enjeux que je citais. Le premier, c'est comment faire connaître notre espace et puis peut-être Mais accompagner. qu'est-ce que vous avez déjà remarqué? Comment depuis 2015, qu'est-ce que vous avez comme Ce qu'on remarque, bilan? c'est ce que remarquent la plupart des institutions culturelles. Si on regarde quel est notre public, c'est un public plutôt de niveau socio-économique plutôt élevé. Et puis la difficulté qu'on a justement à faire comprendre que la bibliothèque qui est gratuite en plus, tout est gratuit chez nous, ce qui n'est pas forcément le cas des bibliothèques par exemple françaises. Chez nous, absolument tout est gratuit. On remarque la difficulté qu'on a à faire entrer dans la bibliothèque, ou comme c'est le cas dans les autres institutions culturelles, des personnes pour lesquelles on offre des prestations et qui ont de la difficulté à franchir le pas de la bibliothèque, qui considèrent être un lieu de culture, pas forcément pour eux. D'où la nécessité peut-être de collaborer. On a des collaborations avec certaines institutions, mais je crois qu'on doit les renforcer. Ok, merci. Peut-être Grégoire Desmoliens, de votre côté, enjeu similaire, comment vous le formulez? Alors, de notre côté, à l'Hospice Général, on a vraiment deux enjeux qui fondamentalement ont déjà été mentionnés. La première, c'est l'inclusion numérique de nos propres bénéficiaires. Donc, de notre côté, on a des bénéficiaires de l'aide sociale, mais également des personnes issues de mouvements migratoires, qui sont finalement des personnes qui ont un accompagnement différent, une arrivée différente, des problématiques différentes, et pourtant qui sont des bénéficiaires de l'Hospice Général. Donc ça, c'est pour le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est aussi aller vers la cyberadministration et comment faire le joint entre ces deux mondes, c'est-à-dire faire en sorte d'avoir une inclusion numérique tout en mettant en place une cyberadministration. Et ça, c'est vrai que c'est deux enjeux fondamentaux qu'on a à l'Hospice Général. Ok. Et juste une question peut-être à Olivia sur le matériel. Parce que vous avez fait des sondages, je crois, sur l'usage du matériel. Et puis tout à l'heure, Pierre nous disait qu'on ne peut pas tout faire avec un smartphone. Et ce n'est pas parce qu'on sait utiliser un smartphone qu'on peut utiliser aussi un ordinateur. Mais en fait, il y a quand même de plus en plus de choses qu'on peut faire avec un smartphone, notamment les visioconférences, les cours en ligne, etc. Ça se fait quand même. Vous, votre sondage, notamment sur le matériel, est-ce qu'il montre que le smartphone aide à l'inclusion numérique, ou est-ce que il y a cette barrière quand même entre le téléphone et l'ordinateur? Je ne sais pas si j'arriverai à répondre précisément à cette question. Le sondage, on vient de le faire et on a ciblé ça sur le smartphone. On n'a pas cherché à savoir qui avait un ordinateur ou autre, parce qu'on s'est assez vite rendu compte que c'était le smartphone. Et puis, on a, dans notre sondage, posé des questions qui concernent aussi bien les questions bureautiques, de savoir s'ils savaient utiliser, enfin même télécharger une application, de savoir s'ils savaient utiliser des applications pour les transports, pour payer comme moyen de paiement. Pour l'administratif, et ça, évidemment que ça a été c'était pas une surprise, mais on a moins de la moitié des gens qui savent utiliser des applications avec un objectif administratif. La bonne nouvelle, c'est que 100% des personnes interrogées ont un smartphone. C'était déjà une grande et bonne nouvelle. Il faut savoir que le sondage il a été fait sur 200 personnes à peu près qui ont déjà un niveau de langue à peu près de niveau A2, donc qui se débrouillent déjà dans la langue française. On a fait le choix de ne pas interroger des gens de niveau plus débutant, parce qu'il aurait fallu expliquer le sondage en long, en large et en travers. C'était beaucoup plus compliqué de le faire, et on a été pris par le temps, donc on l'a ciblé sur des niveaux de langue déjà assez bons. Mais il y a évidemment des besoins en la matière. Le plus parlant, ça va être, je pense, pour les applications de type administrative. Et puis aussi, on a beaucoup de gens qui ne savent pas encore du tout télécharger une application aussi. Donc il y a une réalité. Donc nous, les questions qu'on se pose en tant qu'université ouvrière,
en tant qu'école tout simplement, c'est de se dire comment on va accompagner ces gens, et en même temps c'est pas notre premier rôle parce qu'on n'est pas une administration, mais par contre on sait peut-être mieux expliquer les choses. Donc comment on fait le lien? Donc on a mis en place aussi des ateliers pour les enseignants professionnels pour former nos profs en tant que responsables de formation à comment didactiser des applications type TPG, tout simplement. Comment faire pour qu'après les enseignants puissent les utiliser dans les classes avec leurs élèves. Et après, pour tout ce qui concerne l'administratif, on s'est aussi posé la question, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des questions de confidentialité, j'imagine, qu'on ne peut pas traiter en classe. Mais voilà, toutes ces questions, on se les pose, on a envie de prendre le train en route parce qu'il ne faut pas le perdre, c'est maintenant qu'on se les pose, mais il y a encore plein de choses à travailler, je pense. Mais voilà. Comment vous faites là-dessus à l'hospice avec les questions administratives sur téléphone, etc. Alors, de notre côté, on a eu des expérimentations qui ont été faites dans certains CAS pour justement, concrètement, accompagner certaines personnes dans leur démarche dans le numérique. Et pour ça, on revient sur ce que vous disiez au départ, partir de la base, utiliser un service, la cyberadministration. Il y a beaucoup de prérequis qui sont nécessaires. Et donc, certaines personnes, notamment des secrétaires sociales chez nous, ou alors des assistantes sociales, qui ont pris ce rôle-là pour faire une expérimentation et concrètement voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Les résultats ont été très positifs. Toutefois, pour une mise à l'échelle, on est dans d'autres problématiques. Mais effectivement, on a vraiment constaté à travers du concret qu'il y a un vrai besoin d'accompagnement et que la cyberadministration, c'est juste un enjeu parmi d'autres, mais pour un véritable accompagnement social et pour une véritable intégration sociale, il y a bien d'autres volets à traiter. Peut-être Pablo, vous avez entendu un ensemble de besoins. Vous, comment vous les appréhendez? Est-ce que vous découvrez des choses là ou est-ce que vous êtes déjà au courant de tout et qu'est-ce que vous avez comme priorité au département? Donc, je rejoins beaucoup le besoin d'accompagner quand on parle de tout ce qui est digital numérique. J'imagine qu'ici, on est à peu près tous des gens qu'on peut appeler des gens connectés. Et j'attendais, je fumais une cigarette dans la rue, devant le bâtiment. Et en 2 minutes, je vois une personne qui vient me demander où est l'entrée. Et droit derrière, je vois Levena arriver avec un panneau écrit à la main événement digital. Et j'ai trouvé ça assez cocasse en me disant, voilà, c'est que même dans un événement connecté, avec des gens connectés, on a besoin de cette relation humaine, de cet accompagnement et puis d'un petit coup de main. Donc pour le coup, on ne peut pas envisager une transformation digitale sans l'accompagnement. Nous, au service social, on l'a beaucoup vu en période Covid, où on a découvert, où beaucoup de personnes ont découvert la notion de QR code, la notion d'application, de passe sanitaire, et on a reçu beaucoup d'usagers qui ne sont pas forcément outillés, qui ne parlent pas forcément bien le français, qui ont du mal avec les nouvelles technologies, arriver au point info de la ville de Genève pour demander comment est-ce qu'on installe cette application ou simplement comment est-ce qu'on prend rendez-vous pour un vaccin. Et donc là, nos collaborateurs les accompagnent pour ce genre de démarche. En temps normal, on les accompagne pour toutes les démarches administratives, mais là, vraiment, c'est palpable l'augmentation du besoin sur tout ce qui est digital. Alors j'imagine que la pandémie vous donne une augmentation du besoin parce que de plus en plus de gens ont besoin d'y arriver, mais est-ce qu'elle a aussi aidé à franchir le pas à d'autres? Est-ce que vous avez observé un public, je ne sais pas, dans vos différentes institutions, qui, grâce à la pandémie, a franchi une étape et du coup s'est numérisé? Qui veut répondre? Je trouve assez intéressant parce qu'on parle souvent des publics précaires, mais la pandémie a démontré qu'on était tous, et même nos collaboratrices et collaborateurs, avaient un besoin, le bond qui a été fait après la pandémie en matière de numérisation, de digitalisation, etc., et tout ce que vous pouvez y mettre, a été juste
impressionnant. C'est-à-dire, même encore aujourd'hui, on ne connaît pas quels seront les besoins de l'industrie, de l'économie. Chez nous, on fait des efforts monumentaux. Et on fait, même pour nos propres collaboratrices, collaborateurs, parce que sans quoi on ne peut pas accompagner correctement les personnes les plus précaires. Donc, je crois qu'il y a de quoi se poser des questions. On est tous en train de tâtonner. C'est là que je reviens à cette collaboration fondamentale entre les organisations et l'État, parce que sans quoi on ne va pas y arriver. Moi, ma crainte, c'est que le train décroche tellement que les publics précaires se retrouvent très, 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 très loin et n'arrivent pas à reprendre le train en marche. Moi, c'est ma seule crainte après le Covid, après ces confinements. Oui, du coup, la question, est-ce que le Covid a quand même permis à certaines personnes de franchir une étape? Est-ce que d'autres avaient des éléments là-dessus, peut-être à l'hospice? Oui, alors effectivement, à l'hospice, donc en 2018, c'est là où nous avons lancé le centre GED chez nous, le centre de numérisation. C'est là où finalement notre démarche de numérisation a été lancée à l'hospice général. Et donc on a plusieurs canaux pour déposer les documents. Donc nos bénéficiaires doivent déposer des documents de manière mensuelle. Et donc il y a plusieurs canaux. Ils peuvent venir dans les CAS, très bien. Ils peuvent envoyer des emails, et c'est là où finalement on a vu une véritable différence devant la pandémie et le besoin d'envoyer tous ces documents, de faire parvenir les informations à l'hospice général. Là, on va dire le bond qui a été fait sur l'utilisation des emails contenant des documents vers les CAS. Donc ça a été finalement, c'est pas une révélation, mais en tout cas, ça a généré cette obligation ou ce passage qui était obligé. Maintenant, de notre côté, on a une personne qui s'appelle Evanada qui était pendant plusieurs mois dans un CAS, qui a appris le métier d'assistance sociale, c'est une doctorante qui vient de la HETS. Et donc, voilà, elle a étudié tout ça. Une des conclusions qu'elle a pu faire, c'est aussi une notion de feedback qui est assez intéressante. C'est-à-dire que voilà, dans la cyberadministration, on doit envoyer des documents, mais on n'a pas forcément un retour. Et après, ça peut générer une forme de stress. Et donc, voilà, c'est aussi là, pendant ce moment-là de pandémie, où on s'est aperçu qu'effectivement, les moyens numériques pouvaient aussi faciliter, mais générer la notion de feedback qui était vraiment nécessaire. Parce que certaines personnes avaient l'impression d'envoyer quelque part des documents et n'avoir aucun retour, ne pas savoir ce qui se passe. Voilà, et donc, pour revenir à ce qui a été dit précédemment, c'est important, quand on part de la cyberadministration, d'avoir toute cette notion de transparence, de confiance, de feedback, comme on peut l'avoir quand on vient dans un CAS, qu'on dépose ses documents, qu'on voit la personne qui récupère le document, qui le scanne, et là, on repart le cœur léger et l'esprit tranquille en disant « Ok, tout va bien Okay. ». Ça n'existe pas dans le monde du numérique, si on fait pas... Je voyais Pablo vouloir réagir là-dessus, c'est ça? Et après, je vous donne la parole, Véronique. Je voulais réagir sur la question de l'acquisition de nouveaux bénéficiaires. En tout cas, il y a eu une transformation dans nos pratiques. On a dû se mettre au goût du jour sur... on est des travailleurs sociaux, on aime la relation humaine. Et en période de confinement, d'isolement, ça, on a été vraiment bridés dans notre pratique professionnelle. Pour la maintenir, on a essayé de maintenir les liens dans les quartiers via des plateformes de quartiers online. On a pu tester une décentralisation de certaines activités physiques, notamment pour les seniors, via YouTube, mais aussi via l'aimant bleu. Et j'en parle parce que pour moi, c'est important de partir du besoin du bénéficiaire. Les aînés ne sont pas tous connectés, mais je crois qu'ils aiment bien l'aimant bleu. Donc, pour le coup, en partant du besoin du bénéficiaire, ça aurait été plus difficile de leur proposer des activités exclusivement sur Internet, les faire passer à la télévision. Dans une période d'isolement où ils ont besoin de faire de la mobilité, on a proposé des cours de mobilité via la télé. Je pense qu'il faut, dans une transition numérique, dans l'adoption de nouveaux éléments digitaux, il faut toujours partir du besoin du bénéficiaire et puis de sa capacité. Est-ce qu'il peut utiliser tel et tel média?
Sinon, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de se tourner vers un autre? Juste une question sur les quartiers, parce que ça m'interpelle dans votre déroulé. Le quartier, c'est évidemment essentiel pour une ville, pour la politique d'une ville, mais comment vous faites matcher le quartier et le numérique? Parce qu'au fond, il n'y a pas de place de quartier numérique. En fait, voilà, les gens qui habitent aux Acacias ou Paqui, aux Eaux-Vives, ne vont pas se retrouver sur des forums Eaux-Vives, Acacias, machin. Enfin, comment ça marche, le quartier dans le numérique? Alors, pour le coup, certains le font. Il existe des plateformes de quartier, Forum 1203 à Saint-Jean-Charmy ou bien Quartier 1205 sur Plainpalais. Et au cours de cette année, on a lancé une démarche participative pour lancer une plateforme vraiment citoyenne et online sur Servette Petit Saconnet. Ce qui est intéressant, c'est que le volet participatif a été composé de sessions online, d'ateliers online, et a fait venir beaucoup de gens. Ils étaient plus d'une centaine à participer, ce qui à l'échelle d'un processus participatif de quartier est un excellent résultat. Mais beaucoup de gens qu'on ne connaissait pas, qui viennent pas en présentiel quand il y a des forums de quartier. Donc vraiment des nouveaux habitants qu'on a découverts grâce aux nouvelles technologies. Et donc tout ce processus a abouti, et l'objectif est de créer un outil, une plateforme de quartier où justement une place publique de quartier, comme vous le dites, où les gens peuvent être informés des activités, peuvent discuter entre eux, peuvent proposer des petits jobs pour les jeunes de leur quartier. Donc, tout ça est en partie issu de la difficulté à maintenir de la cohésion sociale en période de pandémie. On a dû se réinventer. On explore et on tâtonne, mais on va dans cette direction. Ok. Véronique, vous aviez l'air de vouloir réagir au moment où on parlait du Covid et de ce que ça a changé. Bon, pour les bibliothèques, je pense qu'il y a eu une période de fermeture, mais après... Je ne sais plus qui a dit on a fait un bond en avant, mais je pense qu'on peut tous faire ce constat, autant à l'interne, au niveau du personnel, pour les plus réticents, disons, ont découvert ce que le numérique pouvait nous offrir, autant pour les usagers qui tout à coup se sont précipités sur nos ressources numériques, que ce soit notre offre de e-book, où là on a quand même fait beaucoup de nouvelles adhésions, puisqu'on a été fermé pendant un certain temps, les librairies aussi, donc les usagers se sont plus intéressés aux ressources numériques, à notre service de référence en ligne aussi, qui a été pris d'assaut. Donc on a vu que d'avoir déjà une réponse numérique, ça correspondait aussi à un besoin. Donc oui, on a fait des bonds en avant, autant à l'interne qu'à l'externe, grâce, entre guillemets, à la pandémie. Ok. Merci. Olivia, je fais circuler le micro dans ce sens-là, pardon. Vous aviez un point sur les analphabètes, je crois. Oui, c'est le public analphabète qu'on a à l'UOG, entre autres. Ça reste une problématique un peu à part, et les plus débutants aussi, parce que c'est comment les inclure comment les faire accrocher le train aussi, comme tout le monde. Et c'est déjà une problématique pour eux parfois de venir à l'école. Ils sont très contents de venir. C'est déjà toute une démarche pour en arriver là. Et puis de savoir manier un crayon, de gagner en autonomie et en confiance. Et comment on fait pour leur faire gagner en autonomie et aussi en confiance avec les outils numériques. Donc ça reste des questions auxquelles on n'a pas complètement de réponse. Je sais qu'il y a déjà des enseignants qui intègrent un petit peu ces outils dans leurs cours, et ça marche petit à petit. Je sais qu'il y a d'autres, je regarde dans le public parce que je ne me rappelle plus ton prénom, mais on fait partie de la communauté de pratique de la communauté romande de formation de base des adultes, et on est plusieurs institutions à échanger sur nos pratiques respectives et à être face aux mêmes problématiques de comment on fait avec les personnes qui sont le plus dans le besoin et nous-mêmes, comment on se forme. Enfin, voilà, c'est une grande difficulté. Après, on sait qu'il y a aussi les partenaires sociaux qui sont là pour accompagner. Donc, voilà, mais c'est des choses qui se font pas à pas, mais on a envie d'y participer aussi. Voilà. Et puis peut-être, Grégoire, sur les autres publics importants, c'est les allophones.
étrangers, migrants ou autres. Et là, est-ce que le numérique n'a pas 2-3 avantages quand même de pouvoir traduire automatiquement avec un téléphone? Enfin, c'est pas très compliqué. Vous mettez quelques mots, vous mettez en français et hop, Google vous trouve la traduction. Oui. Et puis, voilà, enfin, sur cette question des langues, est-ce que vous observez un mieux? Alors, je dirais effectivement, ça facilite, l'outil numérique facilite tout ce qui est traduction, etc. Par contre, sur tout ce qui est intégration sociale en tant que telle, où on est dans les interactions humaines, c'est là où on atteint malheureusement toutes ces limites. Après, par rapport à cette typologie de personnes, faut savoir que la plupart sont équipés de smartphones. Donc c'est vraiment, a priori, c'est vraiment leur outil. Et donc, ils ont des capacités numériques vis-à-vis de ça pour avoir des liens avec leur pays. Et donc, effectivement, ils savent particulièrement bien utiliser ce genre d'outils. Par contre, après, la question est-ce que l'information qu'on met à disposition ou est-ce que les services qu'on met à disposition peuvent être vraiment utilisés dans leur propre langue ou tout du moins facilement compréhensibles? Et c'est là où on arrive à d'autres questions, notamment on parlait de l'accessibilité tout à l'heure. Voilà, c'est une autre forme d'accessibilité au niveau des langues. Mais oui, ça facilite très clairement. Christian, j'avais une question qui ne figure pas dans le sondage que vous avez fait et dont vous nous parlerez peut-être, mais qui est, au fond, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de l'administration qui crée des applications numériques pour ordinateur et des utilisateurs qui sont plutôt sur smartphone? Est-ce qu'il n'y a pas cette dichotomie-là et que finalement, il faudrait penser différemment? Je sais pas, nous, on a réfléchi à un nouveau média, on l'a pensé directement pour téléphone et en fait, on a effectivement 80% des lecteurs qui sont sur téléphone. Donc, vous avez totalement raison. C'est l'une des questions qu'il faut absolument mettre sur la table et qu'on puisse la régler. Je vous donne un exemple. Nous avons essayé, je disais, on a fait toute une liste, en essayant d'être concret. Si vous voulez aujourd'hui inscrire votre enfant au parascolaire du mercredi après-midi, pour celles et ceux qui savent ce que c'est, qui ont encore des enfants, vous ne pouvez pas le faire sur smartphone. C'est impossible. Vous devez passer en ordinateur. Donc voilà un exemple d'exclusion du 40% des gens qui ont un ordinateur, qui sont des non-francophones. Voilà un exemple concret. Et je pourrais en citer comme ça plein. Que ce soit au niveau du travail, de l'insertion professionnelle, de la vie culturelle. Là, je vais à un spectacle cet après-midi, il faut se lever tôt, cet après-midi. Plus tard, dans une grande institution, compliqué, même pour nous. Donc j'ai l'impression, et ce sera mon mot de la fin, c'est que l'administration doit s'adapter absolument aux besoins et pas croire que tout le monde est connecté et qu'on est dans une série télé où chacun sait utiliser son téléphone. C'est pas vrai. C'est faux. Alors il y a des progrès phénoménaux, c'est ça, je ne le discute pas. Mais il y a un décalage que nous avons constaté juste après le premier confinement entre la réalité et des fois des espèces de fantasmes. Et l'administration, oui, et même au niveau des langues, moi j'irais plus loin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas utiliser, vous regardez les textes aujourd'hui sur l'administration, sur les sites de l'administration, mais il faut s'y prendre à 10 fois, même en étant francophone, des fois, pour comprendre qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'il faut appuyer. Donc l'accompagnement, bien sûr, devient nécessaire. J'en fais une caricature. Tout n'est pas comme ça non plus. On s'entend bien. Mais voilà le message donc il faut accompagner de solutions dans la complexité informatique de l'administration pour qu'ils mais aussi pour qu'ils développent pour les téléphones et dans une langue compréhensible. Voilà. Oui, presque. Bon, merci. Je vous en prie. Juste pour rebondir sur vos propos, l'Hospice général est justement en train de penser ou réfléchir à proposer un service de cyberadministration pour ses bénéficiaires. Et effectivement, afin d'éviter tous ces écueils que vous venez de mentionner, on est parti d'une approche centrée sur l'utilisateur. Et donc, on a donné la parole à nos propres bénéficiaires pour justement pas partir de travers et répondre à leurs besoins. Parce que, in fine, c'est notre objectif. Donc, alors, la question se pose entre un site internet et une application mobile, par exemple. Probablement plus une application mobile par rapport à ce qu'on venait de dire juste avant. La question du multilinguisme, bien évidemment.
Voilà, donc ça fait aussi partie des exigences de base par rapport à ce nouveau service. Et après, voilà, on va dire les questions usuelles ou qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette application-là. Et effectivement, le but, ça sera d'être simple. Et ma foi, c'est compliqué d'être simple. Donc, on est effectivement en plein dans cette démarche. Peut-être au département de la cohésion sociale, vous commencez à développer pour smartphone des applications de l'administration? Alors, il y a l'application Genève en poche qui existe et on a développé un guide pour seniors sur cette application qui permet aux seniors qui a un smartphone de savoir tout ce qu'il peut faire dans cette phase de sa vie, que ce soit du bénévolat, que ce soit de se renseigner sur les spectacles qu'il peut y avoir dans sa vie, les activités de Cité Senior. Et de nouveau, on revient toujours sur l'accompagnement. On propose des accompagnements aux seniors pour, d'une part, appréhender cette application, utiliser le guide senior, mais également appréhender tout ce qui est digital via l'espace Zelle ou bien les ateliers informatiques décentralisés dans les quartiers pour qu'on soit pas seulement dans de l'accompagnement, mais aussi dans une augmentation du pouvoir d'agir. On fait avec vous, on vous montre et après vous êtes capable vous-même, vous gagnez en autonomie. C'est déjà le cas. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais très rapidement, vous avez raison, il faut segmenter. Alors ensuite, on ne peut pas trop segmenter parce qu'on dépend des politiques publiques, donc c'est vraiment compliqué de savoir à qui on a affaire. Je prends le cas des francophones, c'est le plus facile parce que les deux, trois grandes populations, on les connaît déjà, c'est-à-dire on les schématise, hein, malheureusement. C'est plutôt ça. C'est, je vais dire, les personnes migrantes, okay, grosse difficulté au niveau de l'intégration numérique, de l'inclusion, les personnes âgées. On les connaît pour on sait qu'ils sont de plus en plus largués. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin de faire des études. Hein. Vous lisez le journal et vous vous dites la Poste demain ferme les guichets. Donc demain, il va falloir tout faire sur. Et puis les petits vieux sont déboussolés. Et ça, on le sait. Dans les communes, on en a parlé. À Tonnet, en ville de Genève, on a des entretiens. Ça, c'est les deux publics. Le troisième, ce serait quoi ? Alors comme ça, pour la faire courte, hein, mais c'est des personnes, et je reviens à ce que disait Yacolé, ce sont des personnes qui sont aujourd'hui en emploi, dont on ne sait pas quelle est la fracture numérique qu'ils ont, alors qu'ils sont, on croit qu'ils sont intégrés et ils ne le sont pas. Et c'est beaucoup de travailleurs précaires, beaucoup de personnes qui sont dans l'industrie. Allez, voilà, je schématise. Les gens de l'aide sociale, oui, ok, mais c'est une catégorie institutionnelle plutôt, socio-institutionnelle. Et face à ça, rien que face à ça, la tâche, elle est monumentale, quoi. Chacun de son côté, Véronique aux bibliothèques, au social, à la culture, au chômage, à l'aide sociale. C'est juste phénoménal. Juste phénoménal. Ouais. Merci. Merci à vous. Bon, les aînés, il y a Philippe Demière qui est avec nous. L'espace Zelle, ça fait combien d'années, Philippe ? 21 ans qu'on a mis en place ensemble. En plus, à l'époque, je dirigeais le social, l'espace Zelle. Donc, combien de milliers d'aînés vous avez accompagnés, formés depuis toutes ces années ? Je crois qu'on voit, parce que Genève, c'est une ville riche. Hein. Il y a de nombreux acteurs. On a des moyens hallucinants parce que par exemple, quand je rencontre des collègues français, des bibliothèques françaises, ils sont hallucinés de voir combien de moyens on a en termes de locaux, d'infrastructures, de budget, d'acquisition, etc. Et là, je pense que pour une thématique aussi importante, ce serait bien qu'on se coordonne parce que là, avec notre richesse, chacun y va de son côté. Alors que peut-être on aurait besoin de mieux se coordonner. En tout cas, moi, j'accueille très volontiers les groupes qui souhaiteraient, par exemple, faire des formations ou bien pouvoir bénéficier aussi de nos compétences dans les bibliothèques le matin, puisqu'on est fermé le matin au public. On accueille des groupes, on accueille des classes, on accueille des crèches. Et j'accueille très volontiers le ZEO ou d'autres
qui souhaiteraient pouvoir bénéficier de nos infrastructures, parce que je pense que c'est pas utile de créer la Xème institution avec laquelle, enfin, qu'on va équiper en ordinateur, etc. Et puis plutôt coordonnons nos forces, mettons ensemble nos compétences, et je pense qu'on sera plus efficace.